Nous allons maintenant changer de registre puisque depuis une dizaine d'années, Philippa Mott forme et informe les entreprises et les pouvoirs publics sur le tabou des troubles psychiques. Elle raconte l'hospitalisation sous contrainte qu'elle a personnellement vécue dans son livre « Et c'est moi qu'on enferme », une immersion dans sa psyché et dans les coulisses de l'institution psychiatrique. On y va. Par Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends C'est bien. Je parfait. vous entends bien. Philippa, vous êtes formatrice et consultante en entreprise et dans les services de soins et de santé mentale. Vous faites de la formation sur les enjeux de santé mentale et de handicap psychique dans le cadre professionnel, mais vous accompagnez aussi des personnes dans leur parcours de vie et de rétablissement. Tout ça est né du fait que vous êtes vous-même concernée par des troubles psychiques depuis l'âge de 20 ans. Alors peut-être première question, donc vous êtes formatrice, consultante, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et comment vous faites auprès des entreprises et des services de soins? Alors, le travail que je fais en entreprise, c'est pas tout à fait le même que celui que je fais dans les services de soins. En entreprise, je fais de la formation, de la sensibilisation sur les enjeux de santé mentale, d'insertion professionnelle, de maintien dans l'emploi, de personnes qui peuvent être concernées, sur des enjeux de prévention aussi, hein. Comment est-ce qu'on peut, construire des espaces de travail qui préservent l'équilibre psychologique, des salariés ou du moins qui les fragilisent pas. Et donc ça se fait à la fois il y a des conférences de sensibilisation auprès de l'ensemble des salariés et puis, des formations un petit peu plus poussées, auprès des RH, des managers, des réseaux de référents handicap. Dans le cadre de l'entreprise aussi, depuis quelque temps, je fais, des accompagnements, de salariés en tant que coach. J'ai été formée au coaching et père aidante. La Mmh. père aidance, c'est Mmh. le fait de s'appuyer sur, son savoir expérientiel pour, peut-être soutenir d'une manière un peu plus spécifique, les personnes, dans leur parcours. Donc ça, c'est pour mon travail en entreprise et puis après, dans les services de soins et d'accompagnement, j'interviens toujours en tant que formatrice sur ce qu'on appelle le développement des pratiques orientées rétablissement. Donc comment, former, acclimater les professionnels du soin et de l'accompagnement en psychiatrie à ce principe du rétablissement et à la façon de le mettre en œuvre dans l'accompagnement. Et puis, je coordonne aussi depuis 3 ans, la création et le développement d'une plateforme de pair aidance, professionnelle, donc qui fait intervenir des personnes qui ont un peu mon profil, qui ont, d'abord eu un parcours, de soins, puis un parcours de rétablissement et qui en ont fait un métier. En fait, on reconnaît aujourd'hui, toute l'apport de la paire aidance, dans différentes interstices, y compris dans les équipes de soins et d'accompagnement. Et donc dans le cadre de ce projet qui a lieu au sein d'une association sanitaire et médico-sociale qui s'appelle les Ailes déployées, je coordonne le dispositif hors pair et en ce sens, en fait, je me retrouve moi à travailler avec mes Mmh. pairs dans le cadre de missions, professionnelles, rémunérées. Et donc je vois bien aussi ce que c'est que de travailler avec, des personnes, concernées, au quotidien et ça se passe très, très bien. Vous êtes bien occupée. Oui. Vous parliez de ce savoir expérientiel. Vous, dans votre livre, vous racontez votre hospitalisation sous contrainte, on l'a dit, en 2010, le troisième internement de votre vie. Comment revenir dans un milieu de travail ordinaire après ces épisodes qui peuvent être violents, qui sont violents? Ouais, qui sont douloureux surtout, violents et douloureux et puis qui vont, quand même, qui m'ont quand même fragilisée à plusieurs périodes de ma vie. La première fois, j'avais 20 ans, bah, c'était au milieu de mes études, hein. À cette époque-là, j'étais, en licence d'histoire. Après, c'était au début de ma vie professionnelle. À chaque fois, il y a eu de longs mois quand même où il fallait se reconstituer et où j'étais en train de lutter contre un niveau de souffrance qui était peut-être, pas très compatible avec le fait de pouvoir retourner, bille en tête, dans un cadre professionnel. Mais j'ai eu, je crois, beaucoup de chance pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le regard qu'on a porté sur moi à ce moment-là.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu des proches et notamment je pense à ma mère qui m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée, alors que j'étais hospitalisée, que j'étais très, très mal, que j'étais, très médicamentée. Elle m'a dit: «Philippa, tu n'as pas arrêté d'être qui tu étais. Tu n'as pas arrêté de savoir faire ce que tu sais faire. Tout ce qui s'est passé est grave, mais ça va revenir» et en gros, elle m'a dit: «Tes compétences sont là» et en me le disant, elle m'a permis de le faire exister, d'y croire moi aussi. C'est aussi, le regard qu'on porte sur les gens et le fait de pouvoir, valoriser leurs compétences, leurs ressources, même si pour l'instant elles semblent un peu paralysées ou à certains moments elles semblent un peu paralysées. Moi, je sais que c'est des phrases comme ça qui m'ont permis, au fond, de m'autoriser dès que j'allais mieux ou que je le sens ou même si j'allais pas complètement mieux, dès que je me ressentais la force de repartir dans ma vie professionnelle, d'y aller et d'oser y aller parce que, et voire même derrière cette phrase de: «Tu n'as pas arrêté d'être qui tu étais, tes compétences sont là», il y avait une forme d'exigence et de répondre à cette exigence qui était, mon envie aussi de retourner, dans la vie active, de construire ma vie. Et puis l'autre chose que j'ai eue, je crois, c'est de pouvoir, dans des moments où j'en avais besoin, reprendre une activité, dans un milieu qui était, sécurisé. C'est-à-dire de pouvoir parce que moi j'ai ça c'est vraiment un peu un concours de circonstances. Il y avait une entreprise familiale, dans laquelle plusieurs fois, au moment de ces ruptures, entre le moment où j'allais, dans la vie professionnelle que j'avais choisie, qui est une vie professionnelle très éloignée de l'activité de cette entreprise familiale, mais entre le moment où je pouvais retourner dans ce que j'avais choisi et le moment où je sentais le besoin de retourner au travail, il y avait la possibilité de me remettre en activité avec des horaires, avec des tâches à accomplir, mais comme c'était dans un cadre, familial, il y avait quand même une forme de sécurité et de bienveillance qui me Mmh. donnait la force, j'allais dire, de me remettre en action. Cette remise en action me permettait de voir que j'étais capable et de trouver l'audace après d'aller vers une activité, Mmh. professionnelle plus davantage choisie et plus conforme à mes aspirations. Mmh. Oui, dans vos travaux, vous insistez sur le fait qu'on oublie trop souvent de voir toute la force et tout le courage qu'il est nécessaire d'avoir pour se rétablir et donc pour reprendre le travail après un épisode de crise. Alors que, dans les faits, se remettre, d'un accident de la route, c'est considéré comme un exploit. On reconnaît peu cette force-là que ça demande pour revenir dans un milieu de travail. Pourquoi selon vous? Bah, je vais vous dire, même moi, pendant des années, pour moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à considérer, alors même que je suis quelqu'un, à l'âge de 20 ans, au fond, qui suis tombée gravement malade, Mmh. mis bout à bout, entre l'âge de 20 ans et de 30 ans, j'ai dû passer près de 2 ans à l'hôpital. Mmh. J'ai vécu, 3, crises, majeures, qui ont nécessité à chaque fois, des temps, d'immobilisation, assez longs. Donc, ça veut dire sur une période de 10 ans, quand même être, pendant, 4 ans en train de en prise avec, un trouble, et une maladie, difficile dont on ne sait pas, comment on va revenir de tout ça. Et même moi, la société était tellement, stigmatisante et peu compassionnelle à l'égard de ces difficultés de santé. Même moi, j'avais pas de compassion pour moi-même. J'avais beaucoup de mal à me considérer comme une personne, Mmh. qui était en train de lutter contre quelque chose de difficile. Et je crois que c'est, un problème de représentation, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que quand on vit ça, c'est de notre faute, à assimiler ce vécu-là à un manque de fiabilité, à un manque de compétences. C'est des stéréotypes qui sont, complètement faux, Mmh mh. absolument injustifiés. Moi qui ai la chance de travailler avec, plein de personnes qui souffrent de troubles psychiques, je vois de la compétence, du talent et de la rigueur, partout, Mmh. vraiment. Mais effectivement, il y a ces représentations qui sont extrêmement sévères parce que c'est invisible, parce que c'est psychique, parce que c'est des choses qu'on comprend pas, parce que c'est des choses qui font peur aussi et qui font qu'on a du mal à reconnaître effectivement, le courage et la détermination que ça représente beaucoup plus que pour d'autres problèmes de santé.
Merci beaucoup Philippa. Malheureusement, on aurait encore plein de questions à vous poser. C'est passionnant, mais on arrive à la fin de cet entretien. Donc, je vais devoir vous quitter malheureusement et fermer cette conversation. Merci infiniment pour cette parole intime et nécessaire. Voilà, votre parcours et votre engagement montrent qu'il est possible de transformer son expérience en force collective. Et j'insiste sur l'aspect collectif, puisqu'on ne fait rien seul. Exact. Merci beaucoup Philippa. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.